Jimmy Butler est parti. Il est à Philly. Jimmy à Philly. Bye bye. See you later, motherfucker. Et bienvenue dans la ville de l'amour fraternel. C'est bien connu. D'ailleurs, Jimmy Butler est un grand spécialiste de l'amour fraternel. Il aime beaucoup ses frères. Il est très sympa avec ses collègues de travail et ses confrères, tout à fait. On s'installe tranquillou, et oui, vous saviez bien qu'il allait y avoir un apéro sur ce transfert qui a eu lieu ce samedi soir, on va tout faire, tout expliquer. D'abord, cette première partie est réservée aux amis de Philadelphie. Première partie, donc il y a une deuxième partie. Merci Alex, tout à fait, puisque la deuxième partie sera réservée aux amis des loups. Il y a 2-3 choses à dire sur eux aussi. Mais ne mélangeons pas les torchons et les serviettes ou les conférences. On va tout refaire dans l'ordre pour que vous puissiez avoir toutes les infos, évidemment. On vous fait la bise. Ceux qui ont déjà vu le Top 10 of Time, c'est très bien. Nous, maintenant, on va se pencher sur ce trade. Nous sommes le samedi, aux alentours de 19h, je dirais. 18h30. Shams Charania, même pas Vosges. Même pas Vosges. Shams Charania, donc journaliste de The Athletic, qui nous sort la petite Shams bombe. Les Sixers et les Wolves se sont mis d'accord sur un trade avec Jimmy Butler au centre. Énorme bombe. Ça fait 2 mois qu'on n'arrêtait pas de discuter de Jimmy Butler, de ce qu'il pouvait y avoir. Il y a eu le hit, un moment qui était très très chaud, voire pas loin du tout de récupérer Jimmy. Tout à fait, et les Wizards. Ça s'est pas fait. Les Wizards, il paraît. Ouais. Les Pélicans, il paraît aussi. Tout à fait. Mais c'est aux Sixers que Jimmy va aller. C'est à Philadelphie tout à fait que Jimmy va aller. Donc après on va parler évidemment de tout ce qui concerne le terrain, la suite, parce qu'il y a plein de choses à la fois sportives et contractuelles. Mais je te propose d'abord de repartir un petit peu il y a quelques mois, parce que Philly fait une bête de saison, on l'a vécu l'année dernière en 2017-2018, et vers juin, avant la free agency, il commence à y avoir des rumeurs autour d'un axe principal sur lequel ils ont envie de recruter. Disons qu'il y a 2 joueurs à cette époque-là, il y a Jimmy déjà, où on se pose éventuellement des questions, mais surtout, il y a 2 joueurs, 2 ailiers, joueurs externes. All-star ailier, je crois que c'est dans leurs critères numéro 1. Que tu peux comparer à Jimmy Butler, même si après chacun met les mains dans l'ordre qu'il veut. Tout à fait. Il y a Paul George, on ne sait pas s'il va re-signer avec OKC, et il y a Kawhi Leonard, on ne sait pas. Parce que ça s'embrouille avec les Spurs. Personne ne sait. Tout à fait. Et Philly est en plein dedans. Et Philly, on se dit, mais Philly, ils ont de la cam à proposer. Ouais. Ils pourraient filer Dario Saric, puis je sais pas qui d'autre, pour récupérer Kawhi Leonard. Oh là là, Kawhi Leonard avec Ben Simmons, avec Markel Joel Embiid. On n'est pas sûr, on va peut-être le mettre dans le deal, tout à fait. Markel, belle valeur. Et même chose autour de Paul George. Paul George, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à LA, pas à LA. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un petit... Même LeBron à Philly, attention, on avait fait dans les... LeBron à Philly, ça oui, tout à fait, ça faisait partie des deals. En tout cas, les All-Stars, quoi. C'était il y a eu des rumeurs. On n'a jamais eu de concret en mode genre les Sixers. Je crois qu'ils avaient fait quand même une offre aux Spurs, si je dis pas de conneries. Oui, il y avait des échanges. En tout cas, c'est sorti. Tout à fait. Une offre genre Markel, Covington, Saric. Dario. Non, il n'y avait pas Markel justement. Non, c'était Dario, Covington, Rocco, Saric, du pic de draft. Plus ou moins la même que celle qui a été faite aux Wolves. Tout à fait. Ce à quoi les Spurs ont dit non. Les Spurs ont préféré aller voir les Raptors. Bon voilà. En gros, Philly a essayé vraisemblablement de récupérer un mec fort à mettre dans l'aile pour faire un Big Three. Pour faire un Big Three à Philadelphie, c'est normal, c'était l'objectif. C'est l'idée. S'ils sont en plein process depuis des années, t'as envie de rajouter, ils ont déjà 2 stars, t'as envie d'en avoir une 3e. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la chronologie, si on l'a fait, il y a des problèmes de management, Colangelo qui envoie des tweets chelous, etc. Voilà. Mais donc cette transition management... les joueurs des Sixers... Jay Okafor, c'est une grosse peur, pardon. C'est pas moi, je suis gros de compte chéri. Barry Liangelo. C'est ça. Et donc du coup, il y a un problème de management à Philadelphie. Brett Brown, le coach, qui est obligé de reprendre certaines responsabilités. Et donc du coup, c'est foirage total là-dessus. C'est pas forcément un statu quo de la part des Sixers, mais tu démarres la saison en voyant des équipes qui ont un peu ils sont rabattus sur du Wilson Chandler. Oui. Ils ont participé au trade qui impliquait Melo, Schroeder et tout, en récupérant Muscala et en lâchant Justin Anderson. Ils ont fait ce que j'appellerais des petits bricolages. Oui, et puis ils ont surtout prolongé Redick et tout à fait. Tu prolonges Redick, mais tu perds Bellinelli et tu perds Ilyasova. Ouais. Donc ils ont fait des petits bricolages et là ils étaient sur un début de saison que je qualifierais de mi-Fig, mi-Sixers, quoi. C'est ça. Tout à fait. Il y avait des matchs où le soir tu te dis genre waouh, ok, ça reste Philly, les mecs peuvent mettre des tollés à tout le monde en Joel Embiid a fait des cartons monumentaux, Clippers, Pistons. Ben Simmons, c'est Ben Simmons, il a du mal en réussite au tir, par contre il pèse dans le jeu, passe, rebond, machin, tout ça. C'est ça, et en fait c'était tellement aléatoire au niveau des résultats que suite notamment à une défaite récente
à Brooklyn, Brett Brown sort publiquement et dit on fait pas encore partie de l'élite de l'Est. Tu sens qu'il y a une atmosphère un peu. Même Ben Simmons dit on joue comme des merdes. Tu sens qu'il dit ça aussi pour booster ses gars. Pour booster ses joueurs, tout à fait. Mais dans l'esprit de beaucoup de fans de Philadelphie, d'ailleurs, s'il y en a, on veut bien vos avis, mais qui regardent les Sixers jouer, tu n'as pas une impression de encore meilleure équipe que celle de l'année dernière. Non, tu n'as pas cette impression-là sur le début, sur la première quinzaine de matchs. Alors qu'en même temps, Milwaukee, ça défonce, Toronto, ça défonce, et Boston, voilà. On le sait, Boston, ça peut défoncer. Boston, on en reparlera aussi, bien sûr. Indiana, enfin en tout cas dans le haut du tableau, là, ouais, tout à fait. Il y a des équipes où tu te dis, les Sixers sont peut-être pas finalement finalistes de conférence, sûr et certain. Parce que là, finalement, au moment où on fait cette vidéo, les Sixers, ils ont beau avoir, je crois que c'est 8 victoires, 6 défaites, ils sont 3e de l'Est, là, aujourd'hui. Bien sûr. C'est très serré, c'est le début de saison. Mais enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas de panique. C'est ça. Et donc, du coup, tu te retrouves ce week-end dans une situation où depuis quelques jours ça discute bien entre les Sixers et les Wolves. On le savait pas trop. On le savait pas trop. Ça débarquait un peu comme ça. Bien sûr, c'est arrivé tout de suite puisqu'on était tous un petit peu encore dans l'état d'ébriété du post Josh Richardson trade qui aurait pu avoir lieu mais où finalement Pat Riley a fermé les verrous. Et là, bim bam boum, Jimmy Butler et Justin Patton, rookie de l'année dernière des Wolves qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué parce qu'il faisait partie du trade notamment de Lauri Markkanen et tout ça. Première saison blessé. Il a été blessé. Il a pas joué. Pivot, long, à voir ce qu'il vaut. Bien, contributeur qui va être sympa. À voir ce qu'il vaut. Donc Butler et Patton font le chemin de Minnesota jusqu'à Philadelphie et le chemin inverse est fait par Dario Saric, Robert Covington et Jerryd Bayless et un second tour de draft. De 2021. Ouais. En gros. Ça, le second tour de draft de 2021. C'est ça. La valeur n'est pas bien élevée. Bien sûr, mais c'est important de le mentionner parce que mine de rien, ça veut dire que Philly, dans ce trade, c'est une des victoires entre guillemets de Philly, ne lâche pas de premier tour de draft. Pas de premier tour de draft. Ça, c'est quand même. Par contre, tu lâches. Fallait bien lâcher quelque chose. 2 membres de ton 5. Donc tu lâches 2 joueurs de ton 5 majeur quand même. Et pas des petits. Et Covington, c'est un peu le gars, il a écrit process sur son front. Bien sûr, c'est le représentant du process. Et Dario Saric, dans le genre complément idéal de Joel Embiid. Je ferme ma gueule, je fais le sale boulot et je fais chier personne. Je mets mes 3, je défends, je me bats, je suis un joueur intelligent et tout. Bien sûr. Il est quand même là. Ah non, mais ce sont des pertes réelles. Jerryd Bayless, bon ça. Bon non, il était hors de rotation. On verra ce qu'en font les Wolves. Je suis même pas sûr que les Wolves vont tellement l'utiliser. On verra. Ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas voilà. Donc, du coup, c'est le package, ouais. C'est le package. Du coup, les Sixers, tu te retrouves avec, dans ton effectif, pour la première fois depuis un sacré bail, quand Sam Hinkie en 2013 il disait oui, c'est le process, l'objectif c'est d'avoir un Big 3, machin et tout, on était là genre lol, gros, arrête de tanker, tu nous casses les couilles. Pas n'empêche que ce bon vieux Sam Hinkie, aujourd'hui, on est bien obligé d'avoir une pensée pour lui. Bien sûr. On s'est foutu de sa gueule de ouf. N'empêche que son plan. Son Dario Saric qu'il a gratté au Orlando Magic bien sûr, à l'époque, vous vous rappelez sûr. C'était au Magic je crois qu'il a gratté ça contre Elfrid Payton ou une connerie comme ça. N'empêche aujourd'hui Dario Saric est quand même pour moi l'élément clé à mon avis qui a décidé les Wolves à leur filer Jimmy Butler. Tout à fait, et Robert Covington c'est le mec du process comme t'as dit qui a taffé comme une pute dans les saisons où il y avait 18 victoires pour que finalement ça devienne un joueur à plusieurs millions de dollars. Tu te retrouves à Philly aujourd'hui avec une base pour faire ton 5 majeur autour d'un Big 3. Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler. 3 joueurs de niveau All-Star. Tout à fait. 2 qui l'ont déjà été, un qui ne l'a pas encore été. Je dis bien, ne l'a pas encore été parce que Ben Simmons, je vois pas comment. C'est qu'une affaire administrative. Je vois pas comment il sera pas All-Star un jour. Non, bien sûr. Ou dans 2 mois. Ou dans 2 mois, mais on verra. Donc, tu as un meneur arrière ailier fort de 2m08, 110 kg. Oui. Tu as le pivot qui joue peut-être le mieux, peut-être pas le plus régulier, mais le plus dominant de ce début de saison. Oui. Pivot, franchement, j'adore Nikola Jokic ou. Non, mais Embiid suit ses propos de vouloir être level MVP en tout cas. Il fait des cartons. Après, il a été une manquée de régularité face à certaines défenses. On a été surpris de qu'il n'arrive pas. Après, c'est aussi son caractère qui fait que, mais en tout cas, en termes de niveau de jeu, il joue à un niveau élite. On a vu des 40-18 là quand même. Attention, ça rappelle chaque. Et pas qu'un. Et plusieurs, voilà. Donc. Et tu rajoutes à ça Jimmy Motherfucking Butler. Ce qui est très bien. Qui reste un des swingman. Bien sûr. C'est du top level en swingman en NBA. Bien sûr. Je veux dire, des 2 côtés du terrain, c'est énorme. Défensivement, tu te retrouves quand même avec des possibilités qui sont énormes parce que. Alors quel foot s'y défend. Bien sûr. Tu peux aligner des 5 là. Embiid et Simmons savent déjà très bien défendre et on l'a vu, ils sont capables quand ils sont bien concentrés. Jimmy Butler
évidemment va apporter sa défense. Le premier gros point d'interrogation, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont interrogé là-dessus, c'est sur la répartition de la balle et des shoots, parce que tu te retrouves quand même dans une situation où un Embiid qui est à ce niveau-là va continuer à vouloir obtenir le ballon, qui est capable de jouer collectivement et de donner la gonfle à d'autres quand il peut gagner. J'ai une question à te poser, en fait, j'avais même une question, moi j'ai l'impression que c'est avant de savoir comment se répartit les shoots, parce que je suis pas trop inquiet sur la répartition des shoots. Moi j'ai une question à te poser, genre là pour toi, c'est quoi le 5 majeur des Sixers ? Ils vont continuer avec Markelle Fultz, je crois. Et c'est quoi ? Vas-y, c'est quoi ? C'est Ben Simmons, Markelle Fultz ? Ben Simmons, Markelle Fultz, Jimmy Butler, Embiid au pivot et... Tu te démerdes. Eh oui, mais donc quand même. Non mais première interrogation, c'est qui ton espèce d'ailier fort de ton 5 majeur ? Oui. Non mais déjà. Oui. Je pose la question, mais je veux bien les gens dans les coms. Moi, j'ai ma petite idée, mais Vas-y. Vas-y. Ma petite idée, c'est qui se tourne autour de deux solutions. Soit tu te fais pas chier, tu fous Muscala titulaire, il rentre Détroit et va prendre des rebonds. Ouais. C'est une première option. Soit tu small ballies et JJ Redick redevient titulaire. Bien sûr, et Jimmy Butler peut même jouer en 4. Et ou Ben Simmons, ça, il peut défendre sur des 4, Ben Simmons. Et voilà, donc, et en plus, Brett Brown est flexible, donc il peut, tout à fait. Moi, je pense plutôt à ça. On est d'accord quand même pour dire que le spot occupé par Dario Saric, c'est-à-dire ailier fort pur, qui fait le taf d'ailier fort moderne, est perdu. Bien dans sûr, ce trade. mais t'as pas Ilyasova ni Saric en un an, tu perds tout ton poste 4. Voilà. Maintenant, pour revenir à ta question sur la répartition des shoots, moi je suis pas super inquiet, parce que Butler, tu vas lui filer tout ce que prenait Covington et tout ce que prenait Saric, putain, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais c'est plus qu'une question numérique, tu vois. Oui, déjà, numériquement, il n'y a pas de souci pour moi. Non, bien sûr, mais c'est juste par rapport à la balle en main, surtout. C'est balle en main, parce que Ben Simmons faut qu'il ait la balle en main. Ben Simmons vit avec le ballon dans les mains, donc tu vas être obligé. Non, tu peux pas. Ça sert à rien. Ça va pas être un jump shooter. Non, bien sûr. Et Jimmy est tellement bon en création, il est devenu tellement bon derrière un écran pour tout, pour jump shot, pour provoquer des lancers, pour distribuer, qu'en fait, c'est juste ça qui, non pas que ça m'inquiète, mais ça m'intrigue, parce que je me demande juste si, que ce soit en début, en milieu et surtout en fin de match, ils vont faire confiance à la main chaude forcément, mais j'aimerais juste voir, parce que c'est pas du tout la même mentalité que dans d'autres Big Three qu'on peut voir, quoi. Tout à fait. Par la mentalité, ça va être un aspect on a vu des gros porteurs de balles créateurs. Il y a plein d'équipes maintenant qui en ont 1, 2, voire 3, et elles y arrivent. Genre comme je sais pas, Chris Paul et James Harden. Les deux savent shooter. Et alors ? Ben Simmons ne sait pas shooter. Oui, mais tu trouveras d'autres solutions. Non, bien sûr, mais juste pour comparer, c'est que c'est pas. C'est très. Ça c'est vrai. Non mais attends. C'est très nouveau, quoi, comme type de Big Three. C'est pas forcément le truc le plus facile à comprendre d'entrée. Non. Et surtout qu'Embiid, il s'est shooté Embiid, mais lui non plus, tu vas pas en faire un spot-up shooter. Non. Embiid, faut lui filer des balles au poste. Le mec au poste, si tu le nourris, il peut avoir 15 lancers par match, pendant 10 ans là. Charlotte, ils en pouvaient plus. Ils en ont pris 25 dans la gueule. Voilà. Donc. Il faut lui filer la balle. Donc, quand tu files la balle au poste à Embiid, alors oui, Butler peut aller spot-up, mais c'est vrai que Ben Simmons, il y a un truc à trouver. Mais, il y a un truc à trouver. Markelle, surtout, aussi. Markelle, Markelle Fultz, mon pote. Là, mon pote, t'as intérêt de rentrer des tirs et puis de défendre. Hein. Là, sous les ND, Markelle Fultz, là. Ouais, mais c'était pas le projet à la base. Désolé, mais là, tu me proposes quoi sinon ? Et tu te cales maintenant vraiment en sortie de banc, parce que tu vois, on parlait de là des joueurs, et là à ce moment-là tu deviens le trompa. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on en parlait pendant la preview de ça. Est-ce que ça allait être JJ Redick ou Markelle Fultz ? Voilà, le sixième homme. Tout à fait. Alors limite dans le 5 qu'ils avaient avant, ça me dérangeait pas que dans le 5 là. Et là maintenant t'as JJ Redick. C'est obligatoire, t'en as besoin. Tout à fait, même en termes d'expérience, c'est très bien, il va s'entendre avec Jimmy Butler. Mine de rien, Covington et Saric, pour moi, sont des shooters très raisonnables, très corrects à distance. Bien sûr. Là, Butler, est-ce que Butler shoot tellement mieux ? Il va sanctionner, mais est-ce qu'il shoot tellement mieux que Covington, Saric ? J'ai pas écrit ça. Absolument pas. On est d'accord. Donc je mettrais Markelle en sortie de banc. Tu réintègres JJ Redick dans le 5 majeur, et puis cette fois Markelle, tu lui dis gars, toi aussi t'aimes bien le ballon, on va te le donner en sortie de banc. Ouais. Ce serait plutôt ça, mais c'est juste cette espèce d'interrogation sur la répartition des shoots, non pas que j'ai du mal, parce des trucs à trouver. Oui, parce que les trois sont des compétiteurs. Donc les mecs veulent absolument gagner, ils vont trouver. J'ai juste besoin vraiment de souligner le fait qu'on est, en termes de Big Three, quand tu en regardes dans la ligue, que ce soit maintenant ou même précédemment, putain, en termes de tête de con. On est au top level. Non. Et c'est pas une critique dans le sens où les mecs sont incapables de s'entendre ensemble, mais Embiid, faut faire avec son caractère. Et Ben Simmons aussi, faut faire son caractère. Et Jimmy Butler, si vous avez vécu dans une cave les derniers mois, ok. Mais si ceux qui ont un peu suivi la NBA, putain, c'est juste ça, quoi. Question, est-ce que ça peut leur servir ce côté compétiteur ambitieux qu'ils ont donc tous les trois ? Si ils arrivent un peu à se trouver un équilibre entre eux,
avec, je sais pas, Embiid première option au scoring, Butler entre Ben Simmons et Embiid à ce niveau-là, la création gérée par Ben Simmons et Butler, tu vois ce que je veux dire, genre s'ils arrivent à trouver un équilibre, Oui. de l'autre côté du terrain, Non, certes, quoi. ça peut devenir une défense extrêmement sale. Déjà que c'était bien sale Déjà quand que il le c'était voulait. pas mal, Ouais, quand il le mais voulait. là, tu peux vraiment, quand il y a Ben Simmons, Markelle Fultz, Jimmy Butler, Joel Embiid, et là, vas-y, mets-moi du Muscala, mets-moi du Wilson Chandler, Amir Johnson, ou vas-y, Amir viens Johnson faire ou quoi, un- putain. Non, c'est pas trop loin, bien sûr. Papa. Il y a moyen de galérer à attaquer là-dessus. Tout à fait. Et ils peuvent switcher, il y a des mecs longs, il y a que des athlètes, Oui. enfin, Non, c'est bien sérieux. sûr, ça peut être très lourd. Après, l'aspect qu'il faut évidemment garder en tête, et c'est le seul point que j'arriverai à voir qui pourrait éliminer un peu les interrogations que j'ai pu avoir sur la répartition des shoots, c'est on parle quand même de l'année contractuelle de Jimmy Butler. Cet été, il y a renégo. Ah, il a une player option. Il peut prendre, je crois Il qu'il peut prendre un je million crois de qu'il peut moins, prendre- 1 million de moins que cette année. Ouais, c'est ça. On va voir. On va voir ce qu'il va Mais faire. sinon, je crois que c'était 190 millions sur 5 ans que les Sixers peuvent lui proposer cet été. Bah là, ils doivent récupérer les bird rights en plus dans le trade. Je crois donc. Il était depuis 1 an seulement aux Wolves. Faut regarder ça. En tout cas, c'était 190. Je crois que j'avais vu 190 millions. C'est évidemment le plus gros pactole que les Sixers proposaient. Je serais pas étonné que Embiid et Simmons, conscients de ça, veulent absolument s'assurer que Jimmy Butler reste à Philadelphie. Bah faudra voir. Et donc le responsabilise. Est-ce que Embiid et Simmons sont capables d'avoir déjà la maturité pour trouver l'équilibre d'un nouvel arrivant qui prend de la place? Par exemple, on a vu, par exemple, Westbrook, tout Westbrook qu'il est, bah, mine de rien, Paul George, il avait envie de re-signer 4 piges. Ok? Oui. Bah, tu vois, mine de rien, on se disait oui, Westbrook, c'est pas facile de jouer à côté de lui. Est-ce que c'est facile de jouer à côté de Ben Simmons et Joel Embiid, par exemple? Ben Simmons, oui, grave. Bah, il te donne des ballons. Clairement. Parce Embiid, que Ben Simmons, lui, on s'en marre, mais il prend combien de shoots par match, Ben Simmons? Oh, 12, 13. 12 max. Ouais, Enfin, je veux dire, il peut dominer le game en Et ayant puis pris des surtout, shoots. il fait des passes d'aise dans tous les sens. Et il fait des passes dans tous les sens et il va te faire les rotations défensives que t'as zappées. Et puis il va au rebond et tout. Bien sûr. Ah, c'est un joueur. Après, avec Embiid, c'est autre chose, je pense. Non pas qu'on veuille tacler Embiid, mais c'est... Le gars, il annonce quand même qu'il a envie aussi de monter dans sa hiérarchie individuelle par rapport aux joueurs NBA, C'est quoi. vrai qu'Embiid parle beaucoup de trophées individuels et pas beaucoup de trophées collectifs ces derniers temps. Ça, c'est un petit point. C'est un peu, tu vois, relou. c'est bien de mettre Je suis 40 points, de foutre des HLM dans la tête de André Drummond, mais bon, ouais, bah, il y a des games où on a vu un peu Embiid prendre le match à son compte, entre guillemets, mais pas de la bonne façon, quoi. Non, je suis Après, il est d'accord. encore jeune, mais Je suis d'accord. faudra faire gaffe à ça. Et je sais pas si Jimmy Butler va beaucoup l'aider à ce niveau-là. Ce que je veux dire par là, c'est que Jimmy Butler a lui aussi, comme tu disais, son contrat à jouer. Ok, donc il va falloir qu'il state, mais il va stater. Et il n'a jamais encore montré, Jimmy Butler, qu'il pouvait être un patron qui tire les autres vers le haut. Est-ce qu'il a montré ça? Non, pas tellement. Un vrai, tu vois, Pas genre tellement, pas humain. tellement. Je parle Ah oui, non, leader l'humain, de on groupe. oublie, non. Leader de groupe, je parle. Non, Je parle pas de niveau de jeu. Hein. non, Je parle pas de niveau de jeu, je parle de leader de groupe. Ouais, non. Donc en gros, ils ont 3 mecs hyper forts avec des levels potentiels sur le terrain de franchise player. Ouais. Par contre, il va falloir trouver une hiérarchie dans le leadership au-delà des tirs. C'est ça. Voilà. Non, bien sûr, C'est ça vraiment que C'est un peu... je demande à voir. Par Ouais. contre, effectivement, on ne peut être que séduit, sportivement parlant, si Brett Brown arrive à nous C'est trouver un bel équilibre. À mon avis, défensivement, ça peut devenir extrêmement sale. Non, bien sûr. Extrêmement sale. Ils peuvent s'ils sont concentrés tous les soirs, et c'est là que Jimmy Butler peut apporter ce côté un En peu attaque, ça va tenace. manquer un peu de shooting, donc on va Oui. voir comment ça va s'organiser. Je pense qu'il y a un aspect aussi que peut-être on a sous-estimé un peu avec cette affaire autour de Jimmy Butler qui a agi vraiment n'importe comment, enfin en tout cas qui a agi bizarrement, on va dire, sur ces 2 derniers mois. Il y a quand même pas grand-chose à dire une fois qu'il est sur le terrain quand même. Enfin, quand Jimmy Butler joue au basket, Ah, il joue. je veux dire, il est non sérieux. mais il Je suis est... d'accord. Je pense qu'on a tendance un petit peu à baisser son niveau de jeu à cause des conneries qu'il peut dire ou qu'il a pu faire. Non, mais moi, je baisse pas son niveau de jeu, je remets Non, en mais doute tu vois, il a son été- côté intégration humaine Oui, dans bah, un groupe. ouais, bah ça de toute façon... Où il y a déjà de la tête de con. Bien sûr, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Tout à fait, mais ça Non, nous mène par d'ailleurs, contre, tout à en termes fait. de jeu. En termes de jeu, c'est incroyable, mais ça nous mène d'ailleurs à un autre copain, Brett Brown. Parce que celui qui a bien transpiré aussi là depuis samedi soir, c'est Brett Brown quand même. Bah oui. Parce que là maintenant t'as le matos. T'as le matos. Tu l'as pas complètement, mais t'as un Big 3, quoi. T'as un Big T'as un Big 3, tout à fait, mais t'as le matos avec une horloge. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que Jimmy Butler prolonge les yeux fermés le 1er juillet là. Bah, faut qu'il prolonge. Là. Faut qu'il prenne le max. Non seulement faut qu'il prolonge, faut que Philly se... Là, on a dit c'était mi-Sixers dans le début de saison. Oui. Faut que ça soit mieux. Faut que ce soit mieux.
tu dois aller évidemment en playoff, mais en playoff, tu dois être un client. C'est ça. En playoff, si tu tombes sur les Raptors et Celtics ou je ne sais quel Bucks ou je sais pas quoi, tu peux pas te prendre 4-1 là. Non. Faut être compétitif. Ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, oui, Brett Brown a la pression, Brett Brown a le matos. Parce que c'est peut-être pas fini. Il y a peut-être un petit mec, un espèce de petit agent libre qu'on n'a pas vu venir, qui pourrait signer un poste 4, tu vois, pour renforcer le poste 4 un peu, pour rééquilibrer un petit peu, tu vois, un poste 4 qui s'est shooté là. Ouais. Ça te ferait du bien. Bien sûr, tu vois, c'est pas fini. Il peut se faire aider aussi par son management en termes d'équilibrage du roster, si j'ose dire ainsi. Mais oui, effectivement, t'as raison. Il a la pression. Il a un Big Three dans les mains. Il a 3 joueurs niveau All-Star, dont un qui a 21, 22 ans, Ben Simmons, Embiid a 24, et Butler, il a quel âge Butler? 28. Ouais, 28, 29 ans. C'est ça, ça va, quoi. Tu vois, c'est pas des mecs en fin de carrière, non, attention. Hein. C'est juste flippant pour Brett Brown parce que c'est un des derniers naufragés du process, en fait, du tout début du process. C'est-à-dire que c'est lui, pour moi, c'est le next in line un petit peu. C'est-à-dire que quand tu peux avoir des problèmes, il y a le transfert de joueurs, souvent l'option suivante c'est le coach. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as Covington, il était là depuis le début, next. Saric, c'est aussi un des gars qui est là depuis 2014, next. Je dis pas que Brett Brown là va être bougé. J'ai confiance au nouveau management. Je crois que c'est Elton Brown. Non, mais il va pas être bougé là. Juste Elton Brown. Par contre, s'il a pas les résultats qu'il faut en playoff cette année, il sera en danger. Ouais, il sera en danger tout de suite. Ouais, il faudra faire attention à ça. C'est sûr. Après, j'ai un peu confiance au nouveau management de Philly parce qu'ils ont essayé de rattraper le merdier, mais il y a eu beaucoup de critiques dans l'insider de Philly sur le taf qui a été fait par Brett Brown quand il avait la double casquette, notamment cet été où il y a eu certains départs ont fait vraiment chier. De toute façon, la double casquette, on voit bien que ça marche pas super bien. Ça marche où la double casquette, honnêtement? Voilà. Bien sûr, on est d'accord. Hein. Donc voilà. Dernier point qui peut vraiment être relou pour les Sixers. Si Butler il signe pas. Si Butler ne prolonge pas. T'as lâché Saric, t'as lâché Covington. Et tu récupéreras un peu de cap du coup, mais. Le process cesse, c'est ça un peu. Cesse pas, mais non, mais prends un petit coup dans l'aile. Tu prends un gros coup dans l'aile quand même. Ouais. Et dernière question justement que je pose, parce qu'il y en a, je sais qu'ils sont comme ça aussi depuis samedi soir. Boston, Toronto, Indiana, Milwaukee. Tu transpires un peu ou pas quand même? T'es saoulé. C'est relou, c'était trop bien que Philly démarre trop mal sa saison là. Philly qui démarre mi-fixe, c'est ce que tu pouvais rêver de mieux avec des petits soucis d'équilibrage, les pertes de Ilyasova et Bellinelli qui se sentent et tout. Là les mecs te foutent Jimmy Butler, tu dis attention parce que si ça marche, merde. Aïe. Si ça marche, on va se retrouver je vais me faire sortir en demi. Oui, puis c'est j'avais pas prévu. Non, et puis tu vois genre t'es les Raptors. Quand tu joues les Sixers, t'as un poste dominant. T'as Kawhi qui domine toute l'aile adverse. Là, il y a Jimmy Butler en face. C'est relou. C'est comme pour Giannis. Donc déjà, t'as la mismatch parce que leur meneur fait 2m08 et pèse 110 kg. Ensuite, t'as une autre mismatch naturelle parce que Embiid, c'est une mismatch avec quasiment tous les pivots de la ligue. Tu vois, avec les êtres humains, voilà. Et maintenant, ils rajoutent Jimmy Butler dans l'aile. Donc oui, il y a un vrai Big Three. Oui, il y a une vraie base extrêmement athlétique, solide, avec des compétiteurs qui lâcheront rien et tout. Oui, effectivement, ça fait flipper la concurrence à l'Est, c'est évident. Donc Philly, c'est ça. Il faut être confiant, il faut suivre là les premières semaines qui vont être fabuleuses. Puis c'est excitant du coup, t'es fan de Philly, le Wells Fargo Center sûr, là. Ça va être dingue. Attention. Il y a 2 matchs entre Philly et Minnesota, évidemment. On les a envoyés sur le site et sur Twitter. Je crois qu'il y a mi-mars, j'ai plus les dates. On vous les remettra, mais en tout cas, il y a 2 matchs entre Philly et Minnesota. Faudra évidemment les regarder parce que le retour de Jimmy Butler chez les Wolves, à mon avis, en TTFL, ça peut être pas mal. Et bien évidemment, nous on va enchaîner avec une deuxième partie spéciale Wolves. Allez, c'est parti. A tout de suite sur la partie spéciale Wolves. Ciao.